Donc, la dernière fois, nous avons introduit le sujet des résonateurs nanomécaniques dans le régime quantique. C'est un sujet extrêmement actif et tout à l'heure, nous allons avoir le plaisir de recevoir Konrad Lernert, qui est un des créateurs de ce sujet et qui nous expliquera le détail de ses expériences. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais essayer de vous parler d'un point de ce sujet qui me paraît tout à fait fascinant, c'est que tous ces dispositifs mécaniques qui sont quantiques, donc des systèmes à la fois macroscopiques et quantiques, en fait relèvent du même hamiltonien, d'un hamiltonien extrêmement simple, bien que finalement différents systèmes, différentes implémentations de ce sujet couvrent des ordres de grandeur extrêmement différents. Et on peut se poser la question de savoir comment un hamiltonien aussi simple, que je vais vous rappeler, peut décrire des systèmes aussi variés. Donc, comme je le disais, Konrad va nous expliquer la version. Il y a deux versions dans ce sujet, une version électromécanique et une version optomécanique, suivant la fréquence de lecture du système mécanique. Donc, Konrad va nous parler de l'approche micro-ondes, où c'est des micro-ondes qui sont envoyées sur le système mécanique pour le mesurer. Je vous rappelle que un des défis de ce sujet, c'est que la mesure de la position de ces systèmes se fait avec une précision de l'ordre du Fermi, c'est-à-dire le diamètre d'un noyau et non pas d'un atome. Voilà, donc voilà le programme de la leçon d'aujourd'hui. Le sujet, mon souci principal, c'est de vous montrer que cet hamiltonien est connecté à ce qu'on sait d'une part de la pression de radiation. La pression de radiation est le phénomène clé dans cette lecture du résonateur nanomécanique et aussi des moyens que l'on a pour modifier son état. Mais ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que cette pression de radiation et l'effet Doppler et d'autres effets auxquels d'autres effets plus quantiques, comme l'effet Casimir dynamique, relèvent exactement de la même physique. Et on va voir comment, finalement, la même physique de base, qui est la physique d'un objet macroscopique qui diffuse la lumière, peut donner tous ces effets. Et en particulier, ça va nous permettre de connaître les limitations de l'hamiltonien qu'on va employer dans le reste de ce cours. Voilà. Alors, donc, j'ai introduit la dernière fois cet hamiltonien. Alors, je vous rappelle le prototype, disons, de tous les systèmes que l'on va discuter dans ce cours est schématisé ici. Je schématise en fait une expérience fondatrice qui a été faite au LKB par donc Jean-François Coadon, Antoine Heitmann et Pina en 1999. Et donc ils avaient un miroir accroché à un système déformable, donc un oscillateur harmonique mécanique caractérisé par une masse m ici et une raideur k. Et la position de ce miroir ici était mesurée par un interféromètre Fabry-Perot et en même temps la pression de radiation agissait sur la position du miroir. Ça, c'est le prototype de tous ces systèmes nanomécaniques quantiques. Et il est décrit par cet hamiltonien très simple. Donc, il y a un oscillateur électromagnétique. Donc, la fréquence oméga E caractérise la fréquence de résonance de ce Fabry-Perot ici. A décrit l'amplitude du champ dans la cavité.
il y a un autre oscillateur de fréquence oméga m, qui est cet oscillateur mécanique ici. Et les opérateurs de création et d'annihilation de phonons, et non pas de photons ici, sont ces B et B croix. Et ces deux oscillateurs, donc système très simple ici, sont couplés par cet Hamiltonien très général qui fait intervenir le nombre de photons dans la cavité, ici, et ce terme ici que l'on peut voir comme la position du résonateur. En effet, X, qui va dans tout ce cours, dénote le déplacement de l'oscillateur mécanique par rapport à sa position d'équilibre, et simplement donné par cette somme de B et de B croix. Une grandeur qui joue un rôle extrêmement important, c'est ce facteur X indice ZPF pour fluctuation de point zéro. Et ce facteur ici dénote finalement l'étendue de la fonction d'onde mécanique. Il est donné, c'est essentiellement sous une autre forme dimensionnelle, l'impédance mécanique du résonateur, qui est, je vous le rappelle, la racine carrée du produit de la masse par la raideur. Plus le résonateur est massique et plus il a une grande raideur, plus cette impédance mécanique est grande et plus ce mouvement de point zéro ici du résonateur mécanique est petit. Et je vous rappelle l'ordre de grandeur dans toutes ces implémentations, c'est cette fluctuation de point zéro est de l'ordre du femtomètre du Fermi. C'est, comme je le soulignais la dernière fois, le paradoxe de ce sujet. On a un système macroscopique qui contient un très grand nombre d'atomes qui se comportent quantiquement, mais ces déplacements, en fait, sont extraordinairement petits, beaucoup plus petits que les longueurs caractéristiques de la physique atomique. Un facteur qui va jouer un rôle important ici, c'est cette constante que j'ai appelée G3, qui caractérise le couplage non linéaire qu'il y a entre les deux oscillateurs. Non linéaire, vous voyez, puisque finalement ce terme qui est de couplage contient trois opérateurs d'annihilation ou de création, et donc c'est ce couplage non linéaire qui va donner toute la physique intéressante dans le problème. Ce que je veux vous rappeler aussi, c'est que donc, les implémentations de cet Hamiltonien peuvent être très variées. Donc, Conrad tout à l'heure va nous parler de l'implémentation dans le régime micro-ondes, où là, l'oscillateur mécanique fait partie d'un circuit LC oscillant qui est lu par des micro-ondes. Mais vous pouvez avoir une autre version, en quelque sorte, de ce système par des résonateurs Fabry-Perot qui sont excités par l'onde évanescente d'une fibre optique qui est ajustée pour passer de façon très proche du résonateur. Ça, c'est les implémentations, par exemple, du groupe de Tobias Kippenberg à Lausanne, ou, disons, les implémentations du groupe de Caltech, du groupe d'Oscar Painter. Dans la dernière leçon de ce cours, Tobias Kippenberg viendra nous parler de cette implémentation. Je vous présente très rapidement le système de Konrad Lennert, qui va nous en parler tout à l'heure plus en détail. Donc, le résonateur mécanique est en fait une membrane, la membrane supérieure d'un condensateur dans un circuit oscillant. Et ce circuit oscillant est excité par des micro-ondes et cette excitation est recueillie par un amplificateur, en fait, Josephson, du type de celui que dont j'ai parlé dans le cours de l'année dernière. Voilà
disons, l'oscillateur mécanique utilisé à Lausanne. Il s'agit en fait d'une roue, et c'est les rayons de la roue qui vibrent. C'est un mode de dilatation. Cette dilatation des rayons de la roue font varier le diamètre de ce tore ici, et ce tore est en fait un résonateur optique, lui. En faisant varier son diamètre, on fait varier la fréquence des modes de galerie ici qui tournent autour et qui représentent, que l'on peut voir comme un photon qui, disons, est en orbite dans ce tore ici. Enfin, à Caltech, on a une implémentation complètement différente, où là, on a une petite poutre vibrante qui, en fait, subit à la fois des dilatations en longueur et en largeur. Et ces dilatations changent la fréquence d'un mode optique qui est confiné ici par les trous dans la structure. Donc c'est une cavité Fabry-Perot sans miroir, simplement la périodicité des trous dans la structure confine le rayonnement optique. Ce qui est remarquable dans toutes ces implémentations, c'est les ordres de grandeur très différents qui sont impliqués. Donc là, dans cette colonne, vous voyez les fréquences mécaniques qui peuvent aller, disons, de quelques mégahertz à plusieurs gigahertz, donc 3 ordres de grandeur au moins d'amplitude pour les fréquences mécaniques. La lecture électromagnétique, vous voyez aussi, peut varier par des ordres de grandeur, puisqu'on va du gigahertz ici à plusieurs centaines de terahertz. Le seul élément à peu près constant dans cette table, c'est l'ordre de grandeur des fluctuations de point zéro. Vous voyez qui reste toujours de l'ordre du femtomètre dans toutes ces expériences. Vous noterez aussi que les facteurs de qualité de l'oscillateur mécanique et du résonateur électromagnétique sont aussi très variables. C'est toujours des facteurs de qualité très élevés, mais enfin, on est toujours du moins dans le régime sous-amorti, mais les ordres de grandeur peuvent varier énormément. Nous reviendrons sur la dernière colonne plus tard. Cette colonne est importante. Elle détermine les possibilités de refroidissement du système dans l'état fondamental. Mais je reviendrai sur cette dernière colonne plus tard. Enfin, ce que vous pouvez observer, c'est la faiblesse du couplage. Ce couplage non linéaire entre les deux oscillateurs, mécaniques et électromagnétiques, caractérisé par ce facteur G3, est toujours beaucoup plus faible que les fréquences à la fois mécaniques et électromagnétiques. Donc on est dans un schéma très perturbatif pour le couplage entre les deux types d'oscillateurs. Oui? J'ai une question. Dans le G3, il y avait un L0, c'était quoi? Oui. Alors, ce G3 donc est donné par la combinaison de 3 facteurs. D'abord, on a ces fluctuations de point zéro. Le facteur d'échelle, c'est la fréquence électromagnétique. En fait, on peut voir ce terme de la façon suivante. Lorsque X bouge, la fréquence de ce Fabry-Perot, la fréquence de résonance va varier. Donc, cette variation de fréquence doit être proportionnelle à X, mais comme X est donc cette combinaison de X et de B plus B croix, on a ce terme ici. Et L0, c'est la longueur caractéristique du résonateur optique. Dans le cas d'un Fabry-Perot, ici, ce L0 sera
exactement la distance entre les deux miroirs. Dans les autres systèmes, ce L0 peut être une grandeur plus complexe. C'est toujours une longueur caractéristique du système électromagnétique. Dans le cas du résonateur LC, ce L0 est plutôt la distance d'équilibre entre les deux plaques du condensateur. Voilà. Donc, j'en arrive à la question fondamentale à laquelle je veux vous répondre dans cette leçon, c'est d'où vient cet Hamiltonien? D'où vient ça? Comment peut-il être aussi général? Et quel rapport a-t-il avec des effets bien connus comme l'effet Doppler qui permet à la gendarmerie de nous arrêter sur la route, ou des effets beaucoup plus simples comme le fait que vous avez une attraction entre deux plaques métalliques si vous mettez une tension alternative entre les deux. Ce sont des effets beaucoup plus triviaux. En fait, tout ça, tous ces effets relèvent du même Hamiltonien. Alors, pour essayer de vous montrer quelle est la généralité du problème, je vais considérer un résonateur électromagnétique le plus simple possible, vraiment. Donc on va le prendre unidimensionnel. On sait qu'en électromagnétisme, toutes les fois où on dépasse la dimension 1, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc il y a en fait ici, c'est un Fabry-Perot, si vous voulez, unidimensionnel. Je ne vais pas avoir à me soucier des dimensions transverses, Y et Z. C'est-à-dire que je prends un résonateur qui est constitué de deux plaques, de deux rubans métalliques parallèles. À une extrémité, il y a un court-circuit, donc c'est un miroir fixe, on va dire. Et à cette extrémité, il va y avoir un miroir mobile. Vous pouvez imaginer un contact glissant entre les deux rubans métalliques. Alors, l'intérêt de cette géométrie, c'est que le champ électrique et magnétique donc, vont être absolument uniformes en Y et Z. Ils ne vont varier que dans la direction X, ici. Et il y a dans ce résonateur un certain nombre d'ondes stationnaires. Ça va être les différents modes du résonateur. J'ai dessiné ici le mode d'ordre 3, où vous voyez le champ électrique, disons, à trois ventres. Le champ électrique, du fait des miroirs, doit s'annuler aux extrémités du résonateur. Ça, c'est une condition limite fondamentale. Et ce qui est, disons, différent dans ce problème par rapport à, disons, tous les résonateurs que l'on examine, que l'on considère d'habitude en électromagnétisme, c'est que le miroir, ici, cette extrémité est mobile. Cette extrémité est fixe, mais cette extrémité est mobile, et on va supposer que, disons, la trajectoire de ce miroir est absolument arbitraire. Je ne vais pas faire d'hypothèse pour l'instant sur la loi de déplacement du miroir. La seule hypothèse que je vais faire sur le déplacement de ce miroir, c'est qu'il se fait à vitesse non relativiste. Et ça, ce n'est pas une approximation très coûteuse, parce que quand on examine ce problème, eh bien, de près, en fait, on ne peut pas faire déplacer ce miroir plus vite que la vitesse du son dans le matériau. Vous savez que les vitesses sonores dans les matériaux, c'est au maximum quelques milliers de mètres par seconde. C'est extrêmement faible par rapport à la vitesse de la lumière. Donc cette approximation non relativiste pour le déplacement du miroir est une excellente approximation. Donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc on va être tout à fait général dans l'examen du problème ici, à part le caractère relativiste du déplacement. Pas de questions. Donc ça, c'est, disons, de la physique de base assez simple. Comme vous le savez,
si le champ électrique s'annule aux extrémités du résonateur, ici, le champ magnétique, dans la même géométrie, lui, en fait, au contraire, a un maximum sur les miroirs. Donc le champ magnétique est maximum à l'emplacement des miroirs. C'est très naturel puisque les miroirs, en fait, sont traversés par les courants qui, en fait, on peut voir les miroirs comme des courts-circuits. Et donc, les miroirs étant traversés par des courants, c'est normal qu'il y ait du champ magnétique au niveau des miroirs. Là encore, le champ magnétique varie suivant x, ici, la longueur, la direction dans l'axe du miroir, mais ne varie pas en y et en z. Donc, la jauge naturelle dans ce problème, c'est la jauge de radiation, ou encore appelée la jauge de Coulomb, ou la jauge transverse. Et cette jauge, pour nous, cette jauge va être très simple. La jauge A, le potentiel vecteur, va être un vecteur qui va être dirigé suivant Z, suivant la direction verticale. Et ce vecteur ne dépend lui aussi que de x et de t. Ce potentiel vecteur est bien pratique puisqu'il permet, on peut exprimer le champ électrique et le champ magnétique comme les dérivées respectives de A par rapport au temps et par rapport à la distance. La condition sur A, la condition au bord sur A est très simple. Donc en x égale 0, A doit s'annuler. Et ici, vous avez une condition au bord beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus délicate. Le champ A doit s'annuler à la position L, ici, qui est L dépendante du temps. Donc ici, on a une double dépendance par rapport au temps, une dépendance explicite, ici, et une dépendance qu'on peut appeler implicite. A dépend de L, ici, enfin, et on prend la valeur de A à la position L, mais L varie avec le temps. À part ces conditions aux limites particulières, le potentiel vecteur A obéit à l'équation des ondes et avec une vitesse qui est celle de la lumière. On suppose que le milieu entre les deux résonateurs là, et le vide. Ce n'est pas le cas dans toutes les implémentations, mais ici, ça va nous suffire et rien ne va vraiment changer lorsque, disons, le résonateur sera constitué d'un Fabry-Perot comportant un isolant avec une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, pour aborder la question qui nous préoccupe, qui est la question de la pression de radiation, qui va jouer un rôle crucial dans le couplage du miroir au champ électromagnétique, on va introduire la densité d'énergie à l'intérieur du résonateur. Donc, comme vous le savez, cette densité d'énergie, l'énergie par unité de volume, dans le résonateur est donnée par le carré du champ électrique auquel vous additionnez le carré du champ magnétique. Donc, en fait, on additionne le carré des deux dérivées partielles de A par rapport au temps et à la distance. Et l'énergie totale qu'il y a entre les deux miroirs est donc simplement l'intégrale par rapport à x de la somme des carrés des champs. Très simple. Maintenant, il faut se rappeler d'un élément très particulier, c'est que cette énergie totale ici est fonction de L, de la position du miroir mobile, et donc indirectement, cette pression dépend du temps. Pardon, je suis allé trop vite. Cette énergie ici dépend du temps.
Maintenant, la pression sur le miroir, c'est obtenu en prenant la dérivée de cette énergie totale par rapport au volume total de la cavité. Le volume total de la cavité ne varie que parce qu'elle varie. Et donc, vous voyez que la pression sur le miroir n'est tout simplement que la densité d'énergie au voisinage du miroir. C'est très simple finalement. Si vous connaissez la densité d'énergie au voisinage du miroir, et en fait, ceci est vrai pour n'importe quel système électromagnétique, eh bien, vous connaissez la pression. Et dans le cas de ces deux miroirs parfaitement réfléchissants, la densité d'énergie au niveau du miroir, c'est la composante magnétique. Donc, alors, ici, je voudrais insister sur le fait que dans ce cas particulier de deux miroirs parfaitement réfléchissants, donc des métaux parfaits, c'est le carré du champ magnétique qui va intervenir, c'est lui seul qui est responsable de la pression. Dans le cas plus général où vous auriez un milieu diélectrique, par exemple, qui serait seulement partiellement réfléchissant, eh bien, vous auriez une combinaison du champ magnétique et du champ électrique. Ce qui est vraiment très très important ici, c'est de comprendre que la pression est donnée par le carré du champ et non pas par le champ lui-même. C'est d'ailleurs assez naturel. Le champ électromagnétique a tendance à gonfler le miroir et cet gonflement ne peut pas véritablement dépendre du signe du champ. Vous avez si vous avez un condensateur et que vous appliquez une tension aux bornes du condensateur, les plaques du condensateur vont tendance à s'attirer et elles vont s'attirer quelle que soit la direction de la pile. Donc ça, c'est une remarque absolument fondamentale. La pression de radiation dépend du carré du champ. C'est ce phénomène qui va nous donner cet effet non linéaire crucial qui fait que l'interaction entre le miroir, enfin le système mécanique et le système électromagnétique est si intéressante sur le plan quantique. Un couplage linéaire où vous auriez simplement la position du miroir fois le champ, et non pas le carré du champ, serait complètement trivial. Ce qui est remarquable ici dans cette expression où la pression au niveau du miroir est donnée par le carré du champ magnétique, c'est que cette expression, vous devez prendre le champ magnétique en fait à la position du miroir, tout en respectant ces conditions aux limites, ici pour le miroir, et cette expression est tout à fait rigoureuse et correcte, même si la position du miroir varie avec le temps. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On comprend bien que cette propriété soit vraie quand le miroir est fixe. C'est un peu moins évident à comprendre quand la position du miroir varie avec le temps. Voilà, donc disons le message principal de cette leçon, c'est que lorsque vous prenez un corps macroscopique, ça peut être un miroir, mais ça peut être un prisme, ça peut être un objet qui simplement diffuse la lumière, eh bien, le couplage entre la position mécanique de cet objet macroscopique et la lumière, c'est un couplage qui est fondamentalement non linéaire. Alors, le fait que la pression de radiation soit proportionnelle au carré du champ magnétique pour un miroir, on peut le voir d'une façon tout à fait différente, de façon balistique. C'est une des particularités, on peut même dire une des joies de l'électromagnétisme, qu'on puisse arriver exactement au même résultat par des approches absolument orthogonales, complètement différentes, où là, dans cette nouvelle approche, on traite la lumière comme des particules,
comme des photons qui ont chacun une énergie E et une impulsion qui vaut E sur C. Ces photons sont réfléchis par le miroir, et dans le cas d'une rétrodiffusion parfaite, où disons, le vecteur vitesse tourne de 180 degrés, eh bien, le transfert d'impulsion des photons au miroir va être deux fois l'impulsion du photon, donc 2 fois E sur C. Et comme vous le savez, on peut calculer la pression simplement à partir du taux de transfert d'impulsion. Donc si je compte l'impulsion donnée par les photons au miroir par unité de temps, je peux en déduire la pression. Et si on effectue le calcul de cette façon, eh bien, on va aboutir exactement au même résultat qu'en résolvant les équations de Maxwell. En effet, donc, on va prendre la pression, on va prendre le flux d'énergie qui est donné par le vecteur de Poynting, ici S, on va diviser par la vitesse de la lumière, puisque l'impulsion est donnée par l'énergie divisée par la vitesse de la lumière. On a ce facteur 2 ici, puisque on a une rétrodiffusion parfaite. On exprime le vecteur de Poynting comme le produit vectoriel du champ B par le champ E. Et là, étant donné qu'on a une onde TEM dans le résonateur, on a une onde dans laquelle le vecteur électrique et le vecteur magnétique sont perpendiculaires à la direction de propagation. Et donc dans ce cas-là, disons E sur C, ici, est exactement perpendiculaire et à la même valeur que B. Donc en fait, ici, on peut réexprimer cette expression sous forme de B au carré. Donc vous voyez, ici, c'est le B qui intervient, c'est le champ B de l'onde incidente, mais en fait, cette onde incidente est en fait la moitié de l'onde qui est l'onde stationnaire ici. Et donc si on raisonne en termes d'onde stationnaire, le champ, et donc on a ici, on va avoir pour le carré de l'intensité de l'onde stationnaire un facteur 4 qui donne exactement, qui redonne l'approche ondulatoire. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas, à un niveau encore plus élémentaire, considérer que cette pression de radiation, sur le miroir, c'est la force de la place exercée par le champ magnétique de l'onde sur le courant dans le oui. courant, c'est tout à fait. C'est une autre. C'est une autre. Oui, on peut, comme toujours en électromagnétisme, on peut raisonner de multiples façons. Donc, ce que propose Daniel, c'est de ne pas parler des champs, mais plutôt, enfin, de parler des courants dans le miroir. Effectivement, l'onde incidente induit un courant dans le miroir, et la force de la place de ce courant, combinée avec le champ magnétique, c'est aussi une façon de voir la pression de radiation. Ben, en fait, c'est comme toujours, bien sûr, ce qui est absolument merveilleux dans tous ces problèmes, c'est qu'il y a 3 façons ou 4 façons d'aboutir au même résultat, mais chaque façon éclaire le problème sous un jour nouveau. Effectivement, disons que cette approche ici, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas trop à se soucier de la conductivité du miroir, parce que dès l'instant où on va faire intervenir le courant dans le miroir, il va falloir commencer par dire que le champ électrique induit un courant, etc. Bon, il va falloir démontrer que finalement la conductivité va s'éliminer. Avec les conditions limites que tu as utilisées, c'est ce qui a été supposé implicitement. Oui, oui, absolument. Cet aspect est aussi un peu caché dans les conditions limites. Oui, oui. En prenant ces conditions aux limites d'annulation parfaite du champ au miroir, et finalement, on rend la conductivité, disons, un détail qui s'élimine. Alors,
comment aller... Ça, c'est uniquement la pression de radiation classique, hein. Il y a d'autres effets qu'on va chercher à mettre en évidence ici. Et pour le faire, il faut introduire une base. On va décrire les ondes stationnaires dans une base de fonctions. Et là, j'ai cette base d'ondes stationnaires mobiles est assez curieuse, hein, mais tout à fait cruciale pour l'examen du problème. Donc, cette onde W indice K représente une onde stationnaire prisonnière entre les deux miroirs, et cette onde stationnaire dépend du temps. Donc et là, je l'ai représenté pour le cas où cet indice K, qui est un nombre entier, variant de 1 à l'infini, vaut la valeur 3. Malgré ces conditions aux limites disons, variables, cette base d'onde stationnaire ici est une base orthonormale. Et je rappelle que cette condition d'orthonormalité ici n'a pas l'invariance relativiste, mais ce n'est pas un problème. Comme je l'ai dit, on peut très très bien supposer que tout est non relativiste ici. Donc la longueur d'onde de ces ondes stationnaires varie au cours du temps, mais leur fréquence aussi. Donc cette base de fonctions sur laquelle on va projeter le champ est une base mobile. Elle est assez curieuse parce qu'elle interpole entre un repère fixe, ici, du côté du miroir fixe, et une base mobile du côté du miroir mobile. Avec cette base, on peut introduire des coordonnées normales pour le champ. Donc on va projeter le champ électromagnétique dans cette base de fonctions d'onde. Et bon, je les appelle fonctions d'onde, mais elles sont ici, c'est une base complètement classique, hein. Simplement, ça permet de voir que le champ électromagnétique a un nombre de degrés de liberté infini, mais quand même dénombrable. Donc la base étant orthonormale, on peut exprimer le champ magnétique comme une combinaison linéaire, disons, de ces ondes, ici, avec ces coefficients Q indice K, qui sont les modes normaux des ondes dans la cavité. C'est important de voir la dimension de ces modes normaux. Donc, le potentiel vecteur A ayant la dimension d'un flux, vous voyez que ces modes normaux, en fait, ont la dimension d'un flux fois la racine d'une longueur. Ça, à cause des conditions d'orthogonalité. Alors, il y a un calcul assez long qu'on ne va pas faire ici, mais on peut transcrire l'équation des ondes dans le langage de ces modes orthogonaux, Q, pour le terme qui dépend de la dérivée seconde par rapport à la position donne ce facteur, ici très simple. La dérivée seconde par rapport au temps donne quelque chose de plus compliqué, puisque finalement ces modes propres ont à la fois leur fréquence et leur longueur d'onde qui dépend par rapport au temps. Donc ce terme ici donne cette suite assez complexe ici où intervient la position du miroir, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Il s'introduit ces coefficients G ici de couplage entre les modes ici, qui est donné par cette formule. Ici, vous voyez que ce coefficient s'annule quand on couple deux modes identiques, mais il a une espèce de divergence ici dans le couplage lorsque les nombres K et J se rapprochent l'un de l'autre.
dans le même langage, je vais écrire l'équation de Newton pour la position du miroir. Et donc ici, on a, disons, le facteur m gamma, le m fois l'accélération. Et ici, c'est le potentiel vu par le miroir, exemple fourni par un ressort auquel est accroché le miroir. Et ce que j'ai exprimé ici, c'est tout simplement la force de pression. C'est tout simplement ce facteur B au carré qu'on a vu précédemment, mais exprimé dans le langage des modes normaux. Alors, ce qu'il faut, c'est un peu là, on est au cœur du problème. On a deux équations couplées. Donc, l'évolution des ondes à travers dans le résonateur fait intervenir les dérivés de la position du miroir. Et donc, ça veut dire ça que le miroir peut pomper de l'énergie à l'intérieur de la cavité ou en recevoir, mais en même temps, la lumière fait pression sur le miroir et donc agit sur sa position. Donc on a deux systèmes couplés. La complexité du problème tient au fait qu'il n'y a qu'une seule coordonnée pour le miroir, donc on a un système, une équation relativement simple ici, mais pour le champ à l'intérieur de la cavité, c'est relativement compliqué puisque, a priori, tous les modes sont couplés entre eux par le déplacement du miroir. On va voir que, en moyennant quelques hypothèses très simples, cette complexité va disparaître. Mais là, je la laisse visible parce qu'elle va nous permettre de discuter un certain nombre d'autres effets que la pression de radiation. Voilà les équations classiques couplées des modes de la cavité et de la position du miroir. Quel est le rapport avec l'effet Doppler? Si on résout ce couplage entre les modes, eh bien, on va voir apparaître ce phénomène crucial. Lorsque vous envoyez un paquet d'ondes vers ce miroir mobile, ici, donc, et encore une fois, on va supposer que la vitesse de déplacement du miroir est très faible par rapport à la vitesse de la lumière, et le paquet d'ondes qui est réfléchi va avoir une fréquence différente. Et le changement de fréquence relatif est donné par ce rapport entre la vitesse du miroir et la vitesse de la lumière. Il y a aussi une variation de l'amplitude du signal, qui est pas ce que l'on utilise dans les radars qui mesurent la vitesse de votre voiture. On utilise plutôt ce changement de fréquence ici. Alors là encore, cet effet Doppler, que l'on peut voir un peu comme le pompage, disons, par le miroir de l'énergie dans la cavité, peut se voir de façon parfaitement particulière. Si vous prenez une particule qui a une impulsion mv qui se déplace vers un mur, qui est lui-même mobile, et bien après réflexion, l'impulsion aura changé, et l'impulsion aura changé par un facteur qui fait intervenir exactement ce rapport entre la vitesse du miroir et la vitesse de la particule. Ici, donc, vous avez tout simplement V qui est remplacé par C. Donc, voilà un raccourci extrêmement simple pour comprendre l'effet Doppler. Donc, pour le photon, il n'y a pas véritablement de masse, hein, mais si vous dites que ce facteur en face, je le remplace par h bar oméga sur C, eh bien, vous avez exactement la bonne formule pour l'effet Doppler, que vous pouvez donc calculer de façon entièrement classique. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ces équations du mouvement permettent de retrouver absolument tous les phénomènes d'interaction entre un objet, un diffuseur mobile et le champ magnétique, électromagnétique.
Maintenant, à partir de ces équations, comme on a ces équations du mouvement, on peut les quantifier très facilement. On peut, à partir de ces équations, écrire un Lagrangien, et à partir du Lagrangien, découvrir quelles sont les coordonnées, les impulsions qui sont conjuguées aux positions. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ces calculs. Je vous donne tout simplement le résultat final. Ce qui est important de voir, c'est la chose suivante. Donc voilà l'hamiltonien tout à fait général qui va décrire l'interaction entre le miroir et le champ dans la cavité. Alors vous voyez, ce facteur ici, c'est tout simplement le nombre de photons dans chacun des modes K de la cavité, fois la fréquence de ces modes, fois h bar. Donc on retrouve ici une formule extrêmement intuitive. Hein. Donc chaque oscillateur de la cavité va fournir à l'hamiltonien une énergie proportionnelle au nombre de photons. Un détail, c'est quand même que cette énergie de chaque mode dépend du temps implicitement à partir de la valeur de cet opérateur L, hein, ici. Joue donc cet opérateur L qui fixe la position du miroir fixe la longueur d'onde et par conséquence la fréquence de chaque mode. Mais ça, à la limite, bon, ça veut simplement dire que cette partie de l'hamiltonien est dépendante du temps, mais rien de très particulier. Ici, on trouve le terme qui est juste le potentiel dans lequel évolue le miroir, très classique. Non, le caractère nouveau et surprenant, c'est ce facteur-là, où on prend l'impulsion du miroir, P, ici, excusez-moi, ceci aurait dû être un P majuscule ici. Enfin, c'est l'opérateur décrivant l'impulsion du miroir, et cette impulsion est décalée par cette impulsion du champ qui est dans la cavité, qui a cette expression assez subtile qui fait intervenir des combinaisons bilinéaires des opérateurs de création et d'annihilation du champ dans la cavité. Alors, ces opérateurs, ici, d'annihilation et création du champ dans la cavité, c'est des opérateurs aussi qui dépendent implicitement du temps, hein, par leur dépendance vis-à-vis de l'opérateur de position du miroir. Donc, ce qu'on voit apparaître de quantique et nouveau, c'est cette impulsion ici. Et dans le calcul, on voit apparaître un élément nouveau qui est la force de Casimir. Le fait que les opérateurs de création et d'annihilation ont des relations de commutation bosoniques va faire intervenir ce terme. Ce terme est absolument quelque chose qui n'existe pas classiquement, qui est dû au mouvement de point zéro des oscillateurs de la cavité, des oscillateurs électromagnétiques de la cavité. Vous voyez, vous allez reconnaître ici la force de Casimir entre les miroirs, ici dans cette approche unidimensionnelle. Lorsque la cavité a des dimensions supérieures, on n'a pas simplement un facteur en 1 sur L, on a d'autres puissances dépendant. Tout ça dépend des hypothèses que l'on fait sur le champ transverse entre les miroirs. Mais c'est extrêmement intéressant, on voit apparaître cette interaction. On peut voir ce terme-là, purement quantique, comme une renormalisation du potentiel dans lequel évolue le miroir. Donc ce terme, ici, cette impulsion de décalage du miroir contient tous les effets liés à l'effet Doppler, liés au pompage électromagnétique de la cavité. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce terme de décalage, c'est qu'il ressemble un peu à ce qu'on aurait dans l'hamiltonien d'une particule chargée
en interaction avec le champ électromagnétique. Pi serait remplacé par EA. Ici, pi est quelque chose de particulier puisque le miroir n'est pas chargé. On ne peut pas avoir la charge de l'électron fois un potentiel vecteur. Mais pourtant, c'est quelque chose qui ressemble. La nouveauté, encore une fois, j'insiste sur ce point, pi est quelque chose qui est bilinéaire dans le champ. Donc ça fait intervenir le produit de deux opérateurs de champ. Oui? Il semble que Casimir n'est pas complet dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas la pression de radiation des champs extérieurs, c'est ça, non? Là, on met en compte que le champ dans la cavité. C'est très... oui, alors, effectivement, pour obtenir ce terme de Casimir, il faut tenir compte aussi du mouvement de point zéro à l'extérieur du système. Si on avait sommé sur... en fait, il y aurait... Normalement, il y a un facteur 1,5, il y a un terme 1,5. Si on somme sur ces termes 1,5 depuis 1 jusqu'à l'infini, on trouve un résultat infini. Et pour annuler cette infinité, effectivement, il faut considérer le... Donc, effectivement, le calcul fait intervenir aussi l'extérieur de la cavité, mais qu'on suppose dans l'état fondamental. Voilà. Donc, cet Hamiltonien est particulièrement intéressant puisqu'il contient tout. La seule restriction que l'on fait, c'est que le mouvement du miroir est non relativiste. Il y a une autre approximation aussi, c'est que le miroir ne va jamais s'écraser à l'intérieur le miroir mobile ne va jamais s'écraser à l'intérieur du miroir fixe. Mais sinon, à part ça, tout est absolument complet. Alors, maintenant, pour arriver à l'hamiltonien qui nous intéresse, il va falloir faire une approximation, mais une approximation très très peu coûteuse. On va simplement supposer que le déplacement du miroir est très petit par rapport à la longueur caractéristique de la cavité. Alors là encore, une approximation extrêmement bonne, puisque disons, la cavité va faire peut-être... Dans le cas le plus miniaturisé, peut-être 1 micron de long, hein, et on a des mouvements pour le miroir, on cherche à détecter des mouvements qui sont de l'ordre du Fermi, donc pas de problème, cette approximation est absolument excellente. Alors, dans ce cas, la transformation, on peut transformer l'hamiltonien précédent en faisant une transformation de jauge. On va multiplier l'hamiltonien à droite et à gauche par un opérateur qui est dérivé de cette... On peut voir cet opérateur comme un opérateur de translation de l'impulsion. Un opérateur de translation de l'impulsion par cette valeur pi. Et l'hamiltonien, là, prend une forme plus sympathique où on voit apparaître une pression de radiation généralisée. Donc on a enlevé cette impulsion du champ électromagnétique et cette impulsion maintenant réapparaît dans l'hamiltonien sous forme de ce terme où on a une force ici qui fois le déplacement x. Et donc cette force quantique ici, cet opérateur F0, qui est écrit ici en supposant cette condition, est quelque chose de relativement simple. Vous voyez, encore une fois, il fait intervenir le carré du champ au niveau du miroir, mais vous voyez que les différents modes du miroir se combinent entre eux ici pour former la pression. L'indice 0 ici veut dire qu'on prend les opérateurs pour la position L0. Donc là, on retrouve des opérateurs de champ fixe, non pas mobiles. Alors, là, on va supposer que ce terme, ce potentiel ici, qui s'applique à la position du miroir, est de forme quadratique.
Ce n'est pas tout à fait vrai, puisque vous avez vu que, par exemple, l'effet Casimir donnait une force en 1 sur x. Donc, on ne pourra jamais avoir exactement un potentiel quadratique. Mais cette force de Casimir est extrêmement faible. Les corrections à la non-linéarité de la position de la force de rappel ici sont extrêmement faibles. Donc ça va être une excellente approximation. La force de rappel pour la position du miroir est quadratique. Et maintenant, on va faire l'approximation absolument clé de la diabaticité. On va supposer, ça va être une supposition clé, que la fréquence de résonance du système mécanique, oméga m, est bien inférieure à la différence de fréquence entre les modes de la cavité. Alors ça, c'est une approximation un peu... c'est pour la première fois, là, on arrive à une approximation un peu plus délicate que les autres. Dans le cas optique, ça va être une excellente approximation, puisque, effectivement, dans un Fabry-Perot, la distance en fréquence des différents modes, c'est la fréquence du fondamental, c'est une fréquence optique. Et si la cavité si la cavité n'a que quelques modes à l'intérieur, et donc on va avoir cette condition va être extrêmement bien réalisée. Elle n'est pas vraiment forcément très bien réalisée si on a un résonateur électromagnétique très long. Il peut être de très grande finesse, mais la distance en fréquence entre les modes peut être assez petite si le résonateur est trop grand et si la fréquence disons mécanique est très élevée. En tout cas, si cette condition est réalisée, eh bien, dans cette expression, on pourra prendre K égale à J. On ne pourra pas véritablement faire de transition, on ne pourra pas, transposer un photon d'un mode à l'autre en utilisant un phonon du système mécanique. Et donc, on pourra se contenter des termes diagonaux ici, dans cette somme, et prendre K égale à J. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on arrive exactement à cet Hamiltonien universel qu'on discutait au départ. Donc voilà la raison pour laquelle cet Hamiltonien est si général. On viendra sur ces questions dans la dernière leçon de ce cours, dans laquelle on va examiner cette possibilité extrêmement séduisante de transcrire les phonons mécaniques qui peuvent être couplés à des qubits supraconducteurs en photons électromagnétiques, c'est-à-dire de transposer l'information quantique des circuits électriques en photons optiques, enfin en information quantique optique. Et on verra que cette approximation adiabatique ici peut être mis en question dans ce système. J'en arrive simplement à une remarque, mais Conrad va nous en parler en détail tout à l'heure. Donc, pour le système qui est électromécanique, où la cavité est remplacée par un simple condensateur, en fait, cet Hamiltonien reste valable parce que, en fait, finalement, la pression de radiation peut prendre différentes formes dans tous les systèmes. Dans le cas de miroir qui confine une onde TEM, on a cette pression qui est donnée par le carré du champ magnétique. Quand on a un système LC, cette pression va être donnée par le champ électrique, mais finalement, on a exactement le même type de problème. Dans le cas d'un condensateur, ici, ce que l'on va faire, c'est on effectue la même approximation. On dit que le déplacement de l'armature du condensateur dû
au mouvement quantique de point zéro du résonateur mécanique va être extrêmement faible par rapport à la distance entre les deux plaques. Là, L0, c'est tout simplement la distance entre les deux plaques. On effectue un développement limité, donc la capacité du système ici dépend linéairement du déplacement du système mécanique. Et on a ici un résonateur LC avec une capacité variable qui contribue à l'hamiltonien. Et là, on retrouve dans l'hamiltonien le système mécanique. Et après, en passant aux opérateurs A et B, qui respectivement vont annihiler les photons du résonateur électromagnétique et les phonons du résonateur mécanique, on aboutit à cet hamiltonien qui n'est pas exactement celui qu'on cherche, mais là encore, si on suppose que le résonateur électromagnétique a une fréquence nettement supérieure au résonateur, à celle du résonateur mécanique, et les termes croisés ici, les termes qui vont annihiler ou créer deux photons à la fois peuvent être négligés et on va retrouver finalement exactement le même hamiltonien. Donc cette idée de la pression de radiation est tout à fait générale et je vais donc terminer cette leçon en présentant une nouvelle fois la liste des références pour le cours et en particulier donc ce cours est donc l'origine, c'est cette expérience donc effectuée au LKB de la mesure de la position d'un résonateur Fabry-Perot que j'ai présenté finalement dans cette leçon. Voilà, je vous remercie de votre attention.